Bonjour et merci de nous retrouver pour cette édition spéciale. Toulouse, c'était le lieu du drame il y a un an. Un tueur fou, un terroriste investit une école juive et tue à bout portant 3 enfants et un adulte. Cette escale meurtrière faisait suite aux tueries de Montauban où 3 soldats français ont été assassinés. 7 victimes donc d'un terrorisme fanatique et antisémite depuis plusieurs jours. Les hommages à la mémoire des victimes se multiplient. Cette émission spéciale n'est pas consacrée au parcours du tueur, mais bien à la mémoire des victimes, aux leçons à tirer et aux messages que leurs proches ont choisi de faire passer. En première partie d'émission, nous recevrons Christophe Bigot, ambassadeur de France en Israël, qui a été très impliqué après le drame auprès des familles, et Léa Marcoux, la tante de Jonathan Sandler, la grand-tante de Gabriel et Arié. Christophe Bigot, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition spéciale. Avant de commencer, si vous le voulez bien, on revient rapidement sur les faits. Le 19 mars 2012 à 8h, attentat terroriste au collège-lycée juif de Haute-Sar à Torah, rue Jules Dalou dans le quartier de La Roseraie à Toulouse. Jonathan Sandler, âgé de 30 ans, est abattu en tentant de protéger ses 2 fils, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans. L'assassin change d'arme, blesse grièvement Brian Bijaoui et tue à bout portant Myriam Monsénégo, 8 ans. 4 jours plus tôt, 15 mars 2012, 14h10, Abel Chenouf, 26 ans, et Mohamed Le Gouad, 24 ans, 2 militaires français d'origine algérienne, sont eux aussi assassinés. Alors, Christophe Bigot, dans les 2 cas, on voit des meurtres motivés par la haine. Un an plus tard, quelles leçons ont été tirées ? D'abord, il faut penser aux victimes. Il faut penser à leurs familles. Un an après, leur douleur est épouvantable. J'ai rencontré, il y a encore peu de temps, Samuel Sandler, Jacob Monsonego. Cette douleur est palpable. Et elle est en eux, elle est avec eux. Elle restera toujours avec eux. Alors, il y a eu 3 parachutistes, excusez-moi, non pas 2 qui ont été tués aussi. Il faut aussi penser à eux. 7 victimes pour cette attaque terroriste qui est l'attaque la plus lourde que la France ait subie. Une attaque contre l'armée française. C'était l'armée qui était visée à travers ces 3 parachutistes. Et contre la communauté juive. Les 3 enfants, un adulte qui ont été tués dans cette école, devant leur père, ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Le président Hollande l'a dit hier, ils ont été tués parce qu'ils étaient juifs, comme du temps de Drancy, comme du temps du Veldiv. Et donc, la leçon qu'on tire, c'est d'abord que le combat contre le terrorisme et contre l'antisémitisme doit être un combat de tous les jours. Le terrorisme, la France lutte contre le terrorisme quand elle combat en Afghanistan, quand elle combat au Mali. L'antisémitisme, on a vu les chiffres sont mauvais, très mauvais. Il faut continuer. Et la France est perçue par les Israéliens, mais aussi par la communauté juive, comme étant, je dirais, non pas un modèle, ce serait exagéré, mais en tout cas comme étant tout en œuvre, comme dans le domaine de la justice, dans le domaine de la police, dans le domaine de l'éducation. Justement, mettre tout en œuvre, on va expliquer ce que concrètement ça signifie. Alors la promesse justement de François Hollande, celle de ce dimanche à l'occasion d'un rassemblement à Toulouse, c'est la vérité pour les familles des victimes de Mohamed Merah. Est-ce que c'est vraiment cela dont elles ont besoin ? La vérité, c'est important. La vérité sur Mohamed Merah, sur les éventuelles complicités, sur les éventuels dysfonctionnements des services. La vérité, c'est important. C'est le juge qui a la charge de déterminer la vérité. Mais la vérité, ça ne suffit pas. Il faut aussi que ces familles sentent la solidarité. Moi, souvent, elles me l'ont dit. Que ce soit Jacob Monsonego, que ce soit Samuel Sandler, elles ont été touchées par l'extraordinaire élan, la mobilisation de tous les Français autour d'eux, avec eux, quelle que soit leur confession, juifs, musulmans ou chrétiens. Ils ont aussi besoin qu'il n'y ait plus jamais de Mohamed Merah. Et c'est pour cela que le combat contre l'antisémitisme et le terrorisme est aussi important. Et il est livré dans toutes les directions. Il est livré aussi sur Internet. Car on a vu, Mohamed Merah était français. Mohamed Merah, petit délinquant, en est arrivé à commettre cette atrocité via ce qu'il a vu sur Internet, via ce qu'il a appris en prison, en quelque sorte. Donc il faut être sur tous ces fronts. Le président a annoncé hier que nous serions déterminés pour connaître
les auteurs de tous les messages antisémites sur Internet. Justement, c'est une ambition François Hollande qui a donc adressé, vous parliez de vérité, qu'il a adressé François Hollande un discours d'unité. Je vous propose de l'écouter, on en reparle après. Ces villes resteront le symbole d'une tragédie, mais aussi, et c'est le sens de notre rassemblement d'aujourd'hui, le symbole d'une France debout, que rien ne peut abaisser, diminuer, réduire, d'une France en mouvement qui, je vous l'assure, ne pourra jamais être arrêtée, divisée ou séparée. Cette France debout, cette France en mouvement, c'est le sens de votre marche aujourd'hui pour la liberté, pour la République et pour la France. Ces villes. Plus qu'un délinquant, ce Mohamed Merah, c'est un terroriste qui a agi pour des raisons antisémites. Christophe Bigot, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut éradiquer l'antisémitisme? Il faut l'éradiquer. Malheureusement, l'histoire nous enseigne que c'est une mission quasiment impossible. Mais chaque jour, nous devons veiller. Et par tous les moyens. Je parlais d'Internet, je parlais des prisons, on pourrait parler de l'éducation, dès le primaire, enseigner la Shoah. Comment peut-il y avoir encore aujourd'hui des antisémites après la Shoah? Une question incroyable. Et donc il faut être sur tous les terrains, il faut être très vigilant. Mais regardez tous les moyens qui ont été mis, dans le domaine de la police, dans le domaine de l'éducation, la loi qui a été votée, qui permet de punir, de condamner quelqu'un qui s'entraînerait en Afghanistan ou au Pakistan, quelqu'un qui commettrait des actions terroristes à l'extérieur de notre pays. Regardez ce qui est fait par la justice française sur Internet. Donc tout ça, ce sont des actions qui sont très importantes. Il faut continuer, il faut aussi protéger les écoles, les synagogues. C'est ce qui est fait en liaison avec la communauté juive. La prévention, la protection, cet antisémitisme, on le voit, il provient d'un terroriste fanatique. Est-ce que c'est le nouveau mal qui gangrène la France aujourd'hui? Non, je dirais pas jusque-là. Et je crois qu'il faut... et j'ai beaucoup apprécié les paroles de Samuel Sandler hier, qui disait qu'il ne doit pas y avoir d'amalgame. La communauté musulmane de France rejette totalement ces idées odieuses de Mohamed Merah. Et donc, cette communauté vit en bonne entente avec ses voisins. Ce fanatisme, fondamentalisme est le fait de quelques individus qu'il faut lutter sans relâche. La police est active. Regardez ce qui a été fait après Sarcelles, quand nous avons mis hors d'état de nuire celui qui avait lancé cette grenade dans ce supermarché. Regardez ce qui s'est passé il y a encore quelques jours à Marignane. Donc la police doit être très active, elle doit travailler aussi avec les polices européennes, avec les polices mondiales, et nous aurons, je l'espère, à cette fin des résultats. Mais c'est une mission extrêmement difficile. Regardez. Une mission difficile. Vous avez vous-même, il y a quelques jours, félicité les familles de ces victimes qui sont restées en France. C'est le message que vous voulez faire passer, finalement, cette insécurité qu'ils vivent là-bas? Regardez, le directeur de l'école, Jacob Monsénégo, il a décidé avec son épouse de rester dans cette école. Les parents qui envoient leurs enfants dans cette école ont décidé de continuer à envoyer leurs enfants. Il n'y a pas là de plus beau message d'espoir, de persévérance, de courage. Quelle leçon donne-t-il? C'est très beau. C'est une leçon de confiance. Cette leçon de confiance, nous devons la mériter. Et c'est ce qu'a dit hier le président. La France est debout. Vous êtes resté en contact avec les familles que vous avez soutenues pendant de nombreux jours et de nombreux mois, les familles Monsénégo et Sandler. Comment est-ce que votre contact avec eux se concrétise? J'ai commencé par connaître les uns et les autres à l'occasion de l'enterrement, puis de la Shiva, puis des différentes manifestations qui ont été organisées. Samuel Sandler est un homme plein de sagesse. J'avais été frappé par ses paroles de paix. Il n'y avait pas la moindre once de haine. C'était quelques jours seulement, 2 jours après l'assassinat de son fils et de 2 de ses petits-enfants. J'ai poursuivi ce dialogue avec lui. Avec Jacob Monsénégo, j'étais frappé de voir cette mission qu'il avait en lui. Porter cette école. Continuer à la porter. Franchir chaque matin
la porte de l'entrée de l'école. Eh bien, voilà, ce sont des hommes courageux, ce sont des hommes pleins de dignité. J'étais à la Haskara, la cérémonie de deuil, il y a quelques jours, à la synagogue, et j'ai pu voir la solidarité aussi qui s'était développée autour d'eux. On va revenir sur un thème que vous aviez abordé un peu plus tôt dans cette interview, l'antisémitisme. Concrètement, en France, quelles sont les mesures qui sont prises? Vous en parliez, la justice, la police. Quelles sont les mesures qui sont prises aujourd'hui concrètement? D'abord, l'arsenal législatif. Nous avons en France, je crois, le dispositif législatif sans doute le plus ferme qui existe au monde. La liberté d'expression en France s'arrête au moindre terme antisémite. Ce n'est pas le cas partout. D'autre part, nous avons effectivement des actions menées par la police qui est extrêmement vigilante. Nous avons aussi dans le domaine de la justice, donc chaque action antisémite est poursuivie, fait l'objet de plaintes. Et les chiffres donnés sur l'antisémitisme sont des chiffres communs par le service de protection de la communauté juive d'un côté et le ministère de l'Intérieur de l'autre. Et en dépit de toutes ces mesures dont vous parlez, 58% de hausse de l'antisémitisme en 2012, c'est le chiffre officiel. Voilà, c'est un chiffre odieux, c'est un chiffre honteux, mais c'est le vrai chiffre. Et cela traduit malheureusement, ainsi qu'explique le service de protection de la communauté juive, un effet d'imitation de ce qui s'est passé de Mera et de l'attentat de Sarcelles. Donc il faut poursuivre cette action, il faut redoubler d'efforts, poursuivre, et je le disais, travailler aussi sur Internet. C'est difficile, on l'a vu dans l'action menée contre Twitter. Vous avez des messages sur Twitter, mais Twitter est une société qui n'est pas française. Comment faire appliquer les décisions de la justice française à une société qui n'est pas française? Parce que l'objet, c'est de retrouver les auteurs de chaque message antisémite. Et donc, sous tous les fronts, les médias et les médias sociaux également, ce qu'on dénonce souvent comme étant l'un des facteurs de hausse de l'antisémitisme, c'est l'exportation du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il y a là une responsabilité de la classe politique, des médias également? Je ne crois pas. Le conflit n'a pas été plus virulent l'année dernière que les années précédentes. Il faut le rappeler, Mohamed Merah est français. Et notre action, ça doit être la tolérance zéro. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas de motif envisageable à l'antisémitisme. La tolérance zéro, et cela doit se traduire tous les jours, au niveau de l'école, j'en parlais, au niveau de l'université, dans les prisons, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut poursuivre. La France n'est pas un cas isolé. Cet antisémitisme, on le retrouve à l'échelle mondiale. Mais notre responsabilité, c'est d'en faire notre priorité nationale. Alors justement, en faire la priorité nationale en France, entre l'indignation légitime qu'il y a eu au lendemain de ces attentats et la surexposition qu'on peut qualifier de scabreuse, est-ce que les médias français n'en ont pas trop fait au sujet de Mohamed Merah? Je crois qu'il faut aussi donner la parole aux victimes. Il faut surtout leur donner la parole aux victimes, aux familles des victimes. Je crois qu'il y a, puisque vous parlez de Mohamed Merah, il y a eu sans doute une volonté de suivre sa trajectoire. Suivre sa trajectoire, c'est important. De comprendre. On ne peut pas comprendre. De comprendre un parcours. On ne peut pas comprendre ni son parcours ni sa trajectoire, mais au moins le connaître, savoir. Et ce savoir, cette connaissance, peut être utile pour éviter que d'autres Mohamed Merah qui pourraient exister ici et là n'existent pas ou ne donnent pas suite à leurs fantasmes. Donc ça aussi, c'est important pour la prévention. C'est important, mais d'un autre côté, cibler l'histoire et le parcours de Mohamed Merah. De l'autre côté, ça a parfois blessé les familles. Est-ce que vous comprenez ce sentiment qu'elles ont souvent exprimé? Tout dépend comment cela est fait. Cela doit être fait de manière totalement neutre. Et je comprends, j'en ai parlé longuement avec Samuel Sandler, son indignation, son choc, quand il a le sentiment que on parle trop de Mohamed Merah et on en parle d'une manière qui peut-être qui n'est pas appropriée. C'est son ressenti. Je n'ai pas vu l'émission à laquelle il faisait allusion.
Mais ça a été son ressenti. Et je crois en tout cas, une émission qui a été vivement critiquée. Je voulais à présent vous parler d'un livre que vous avez eu vous-même entre les mains, un livre très particulier. Il rassemble des textes écrits par Jonathan Sandler dans la revue Contras, des textes portés par son amour de la Torah, mais aussi par une très grande érudition et la connaissance aussi bien de la philosophie des Lumières que de grands penseurs contemporains. Un livre qui permet de découvrir l'espoir dont vous parliez, Monsieur Bigot, l'espoir que représentait Jonathan Sandler pour le judaïsme français, un reportage de Fleur Citruc. C'est dans cette yeshiva, à Jérusalem, que Jonathan Sandler a étudié pendant 5 ans après son bac. Son passage a marqué les esprits. C'était un étudiant remarquable. Il a beaucoup contribué à l'enseignement de la Torah. Il donnait beaucoup de son temps libre aux jeunes étudiants. Il consacrait même la majeure partie de son temps à leur réussite. Très vite, ses professeurs décèlent chez ce jeune Français timide, né à Strasbourg, un amour de l'étude et un véritable don d'orateur. Le premier élève à qui on a demandé de faire une apparition en public, c'était Jonathan Sandler. Il a fait une apparition tellement remarquable qu'on a dit « ça c'est un garçon qui a de l'avenir, des talents cachés ». Il a toujours caché ses talents, il était très discret et très vite il est devenu le porte-parole numéro 1. Et quand même parfois des rabbinim étaient absents, c'est lui qui prenait la parole devant tout le public. En face de la salle de classe où Jonathan a passé de longues heures à étudier la Torah, le mémorial de Yad Vashem, plus qu'un symbole pour celui dont la famille a été durement touchée pendant la Shoah, les textes qu'il publiera plus tard dans la revue Contras et qui sont aujourd'hui rassemblés dans un livre à sa mémoire, portent le sceau de cette douloureuse histoire familiale. Il est vraiment touché par l'histoire, par la politique, par ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Allemagne. À plusieurs reprises, dans plusieurs parachutes, on voit que l'Inquisition, les pogroms des Juifs, c'est quelque chose qui l'a touché et qui était existant dans son être. Et aussi la connaissance de scientifique, littéraire, de plusieurs domaines. Il avait réussi à avoir une connaissance très large. Netanel a 31 ans, l'âge qu'aurait Jonathan s'il était encore en vie. Il se souvient de la générosité de son cousin, cette envie de transmettre qui l'a poussé à retourner à Toulouse pour enseigner dans son ancien lycée. Publier ses écrits, je pense que c'est très important parce que ça, surtout comme on le parlait tout à l'heure, c'est-à-dire son message est un message d'amour, c'est un message d'espoir, c'est un message de lumière, comme son nom l'indique. Et je pense que les gens doivent le lire pour comprendre que la violence n'a pas de place dans ce monde et qu'au contraire, c'est l'amour qui doit être vécu par les gens. À aucun moment, lors de l'entretien, Netanel n'évoque le nom du tueur, celui qui a froidement assassiné il y a 1 an Myriam Monsenego, Jonathan Sandler et ses enfants, Gabriel et Arié, comme si tout ce qu'il voulait retenir, c'était l'amour de cette lumière que professait Jonathan. Un mot pour finir, Christophe Bigot, ce livre, il vous a été remis, vous avez eu le temps d'en parcourir quelques extraits? Oui, Léa Marcoux a eu la gentillesse de me le remettre, de me l'offrir. Effectivement, c'est un livre dont je conseille la lecture à chacun. C'est un livre plein d'amour, de paix, de lumière. Il faut se rappeler que Jonathan a été élève de cette école. Il y est revenu à la demande de Jacob Monsenego parce qu'il voulait faire partager justement ses messages, sa propre expérience dans l'école même où il avait été élève. Voilà. Et moi, je veux avoir une pensée aussi pour son épouse, Eva, qui poursuit à sa manière ce combat-là. Merci Christophe Bigot de votre témoignage et d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à un drame, celui du 19 mars 2012 à Toulouse. Léa Marcoux nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes la tante de Jonathan Sandler, la grande-tante d'Arié et de Gabriel. Avant de parler plus en profondeur du traitement de ce drame qui est donc survenu l'année dernière dans votre famille, vous entreprenez
un projet, celui de construire un parc en la mémoire de Jonathan et celle d'Arié et Gabriel. Votre combat, c'est qu'on ne les oublie pas, que Jonathan, Gabriel et Arié ne soient pas évoqués seulement comme des victimes de l'affaire Mera. Avec ce parc, ce sont un peu des graines d'espoir que vous plantez, on va le voir justement dans ce reportage de Fleur Citruc. À presque 80 ans, Léa Marcoux, la tante de Jonathan Sandler, poursuit son combat, faire vivre la mémoire de Jonathan et de ses enfants, tous trois sauvagement assassinés il y a 1 an à Toulouse. Léa est venue faire une donation à la mairie de Jérusalem pour qu'un parc soit créé en leur nom. Avec les jeux, c'est à ça que je tiens beaucoup. C'est des jeux pour les jeunes enfants. Arié avait 6 ans et Gabriel 3. Et ce que je veux, c'est que les enfants du quartier viennent jouer chez eux. À la mairie de Jérusalem, on salue cette initiative. Nous avons beaucoup de communautés religieuses qui cohabitent à Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de friction. Nous avons parfois des problèmes, mais tant bien que mal, nous partageons cette ville et je pense que nous pouvons en être fiers. Nous pouvons aussi être fiers d'accueillir un tel mémorial pour un homme aussi exceptionnel et sa famille, victime de ce terrible meurtre. Le parc doit être construit dans le quartier de Kiryat Yovel, à quelques mètres seulement de l'endroit où vivaient Jonathan Sandler et sa famille avant de partir pour Toulouse. Léa Marcoux veut que vive la mémoire des victimes et non celle du meurtrier. On en fait une vedette au fil des mois et ça va faire presque 1 an. Les médias parlent de lui, de sa famille, de son parcours, où il a été, où ses sentiments éventuels, etc. Et je trouve ça monstrueux. Je veux qu'on parle d'eux. Je veux que leur mémoire vive. Sûrement pas bien. Meurtrier n'a rien à voir ici. Non. Je veux qu'on parle d'eux. Et les petits-enfants qui viendront jouer là, ils verront qu'il s'appelle cet endroit, ce jardin, Jonathan, Arié et Gabriel. Et peut-être, sans doute, diront-ils, on va jouer chez Jonathan. C'est ça. À côté du parc, une synagogue et un centre d'études religieuses vont également être dédiés à la famille Sandler. Léa Marcoux, depuis 1 an maintenant, vous battez pour que leur mémoire survive, leur mémoire, mais pas seulement, c'est plus que ça, c'est leur message aussi. De quoi voulez-vous qu'on se souvienne ? Je crois que c'est la réponse. C'est la réponse juive, c'est la construction et non la destruction. Je voudrais qu'on se souvienne de eux, de qui ils étaient. Quand les journalistes sont venus me voir, quand c'est arrivé, m'ont demandé ce que je disais sur Jonathan, et j'ai dit c'était un être d'exception. Mais bon, je le dis comme ça. Et en voyant ses écrits, en entendant ce que disent de lui ses amis, ses élèves, etc., c'était un être d'exception, avec beaucoup de connaissances, une foi chevillée. Ce livre justement dont vous parlez, vous nous l'avez amené pour plus de lumière. C'est aussi pour la transmission de la mémoire de Jonathan. C'est aussi pour la transmission de la mémoire de Jonathan et la transmission de son message. C'est faire entendre sa voix. Faire entendre sa voix, c'est également vous menez de front plusieurs projets également pour faire entendre sa voix, pour leur mémoire et notamment un jardin à Jérusalem. C'est ce qu'on a vu dans ce reportage. Alors racontez-nous ce projet. Eh bien, c'est toujours dans l'objectif de répondre à l'horreur en construisant, en apportant quelque chose aux autres au nom de ceux qui ont disparu. Justement, ils n'ont pas disparu tout à fait, ils sont là. Ils sont là dans nos mémoires, dans nos cœurs. On ne laisse pas la victoire à l'assassin. Et ce jardin, justement, vous voulez que d'autres enfants y jouent ? Exactement. Je voudrais que d'autres enfants, qui sont des enfants, les enfants du quartier, viennent jouer dans un jardin qui
où il y aura une stèle, au nom de Jonathan Gabriel, et les enfants diront: ah tiens, tu viens, on va s'amuser chez Jonathan et Gabriel et Arié. Tiens, et c'est un peu comme s'ils jouaient ensemble. Hein. C'est une continuité, un projet dont on sait qu'il n'est pas facile à mettre en œuvre avec les difficultés qu'on connaît à la mairie de Jérusalem, comme dans toutes les municipalités. Oui, parce que bon, c'est quand même pas évident, je suppose. Moi, je me suis adressée comme ça par l'intermédiaire d'une amie, parce que mon hébreu est lamentable, qui a écrit une belle lettre à la mairie de Jérusalem en disant que je voulais faire une donation pour un jardin à tel et tel endroit, pas n'importe où. Alors ça, c'est votre projet. Il y en a un autre, celui d'Eva Sendler, des projets plus spirituels pour la mémoire de son mari et de ses enfants. Oui, et elle, malade depuis et qui elle a déjà obtenu des choses. Alors, elle fait énormément de conférences, elle parle de son mari et de son message et de sa voix. Et petite anecdote, elle a été invitée en Afrique du Sud. Non, je peux ouvrir une parenthèse ? Bien sûr, je vous en prie. Elle a été invitée en Afrique du Sud pour une journée qui est une journée traditionnelle de la communauté juive de Johannesburg, où on invite. Et j'ai vu dans le Jerusalem Post en anglais un grand article sur cette journée, sur elle et sur ce qu'elle avait dit. Et je lui ai dit, j'ai cru entendre Jonathan. Justement, ces commémorations dont vous parlez, là vous en citez une, mais il y en a eu plusieurs. Et elle m'a répondu, j'avais l'impression qu'il parlait par ma bouche. C'est beau. Donc objectif réussi, un beau message qui est donc transmis, c'est ce que vous nous disiez à travers... Et donc ce qu'elle veut, et ce qui a déjà été fait, grâce aussi à ce groupe d'amis, parce que dans ce quartier, c'est leur quartier où ils habitaient. À Tsangui, c'est ce quartier de Kiryat Yovel, qui est un quartier populaire, avec maintenant toute une jeune population francophone d'ailleurs, et ils ont obtenu de la mairie un local qui est un ancien abri, et dans ce local s'est ouverte une synagogue qui s'appelle Beth Sandler, et qui fonctionne, où il y a des offices 3 fois par jour. Et ce que veut Eva, et elle a organisé un gala, ce qui n'est pas une mince affaire, pour recueillir des fonds, c'est que en plus il y ait là un centre d'études où des jeunes obtiendraient un diplôme. Alors un centre d'études, une synagogue et un jardin, ce sont les projets. On va parler d'un autre point qui vous tient particulièrement à cœur, les médias français qui tout au long de cette dernière année ont choisi de se focaliser sur le parcours d'un tueur, le parcours d'un terroriste. C'est un choix qui a blessé les victimes, qui vous a blessé, vous en êtes la porte-parole. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un choix qui a été fait par les médias français d'une certaine façon pour élever Mohamed Merah au rang de martyr? Est-ce que c'est la conséquence de ce traitement, de cette affaire? C'est la conséquence de ce traitement. On voit, il est devenu un héros, un martyr, disent certains. Je ne pense pas, enfin j'espère que ça n'a pas été fait délibérément. Je pense qu'on a dû dire simplement que bon, c'est un bon sujet. C'est un peu crado. Délibérément non, mais la conséquence... Mais la conséquence est là, et ça a commencé très vite. Très vite. Je pense que c'était une quinzaine de jours après les meurtres. Il y a eu c'était Le Monde des Livres, un article, un récit fictionnel de ce qui avait pu se passer dans la tête de l'assassin. Et les familles des victimes en ont été très, très durement blessées. Vous parliez notamment de l'importance de nommer Jonathan, Arié, Gabriel, Myriam, de les nommer chacun avec leur âge et l'histoire qu'il y a derrière. Oui, parce que ce phénomène, il s'est instauré et accru très, très rapidement.
c'est devenu donc l'affaire Mera, comme déjà le mot affaire. Une affaire, c'est quelque chose qu'on discute. Hein, et les victimes, on n'en parle plus. Alors, où on en parle, c'est une espèce d'entité anonyme qui joue leur rôle à côté du héros. Hein. Le héros, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que c'était? Ah oui, 7 personnes. Tué 7 personnes. Il a tué un professeur et 3 élèves. Le professeur, il a 30 ans. Hein. Les élèves, Ari avait 6 ans, Gabriel 3 ans. Et donc vous êtes là pour lutter pour ces différents aspects de la chose. On reparle des cérémonies. Il y en a eu plusieurs en France, en Israël, des différentes commémorations publiques. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, alors je reviens quand même sur l'histoire des noms parce que je pense qu'il est très important justement que leur mémoire vive à travers leurs noms. Ils ne sont pas simplement des victimes. Hein. Ce sont des êtres humains à qui on a enlevé la vie et des êtres humains qui avaient un présent et un avenir. Vous faisiez, quand on se rencontrait tout à l'heure, la comparaison entre les noms que l'on prononce Absolument. le jour de Yom HaShoah. Et j'ai beaucoup mieux compris maintenant pourquoi, on est toujours l'importance de ça, mais que à Yom HaShoah, on récite les noms et on dit Kol Ish Yeshem, chaque être humain a un nom. Léa Marcousset, sur cette phrase et ce combat que vous menez depuis maintenant 1 an, que nous refermons cette édition, merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.